Salut à tous, troisième partie sur Gathering Storm, l'avènement du primeur. Comme d'habitude, vous avez la playlist, je le rappelle à chaque fois, mais on sait jamais, j'espère qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne et puis mon travail à travers cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à regarder, vous avez une playlist avec tout Gathering Storm. Alors on y va directement. Donc ça s'appelle le siège de Hera, cette petite partie. Alors là on est dans une partie plus action. Donc ce qui se passe, c'est que le croiseur, donc c'était un croiseur de bataille, s'appelle le Sword of Honor. Donc en fait, il approche de Macrage après plusieurs jours de voyage spatial, donc voyage spatial standard. Au début, je me suis dit, tiens, s'ils sont dans le système de Macrage, c'est quand même bizarre qu'ils atteignent pas très facilement les choses, mais en fait, voilà, on peut imaginer qu'ils préfèrent faire un voyage conventionnel sans passer par le warp pour aller d'une planète à une autre, même s'il y a, je crois, je sais plus combien, 260 millions de kilomètres, 265 millions de kilomètres, selon les dires de Belisarius Cawl. En tout cas, ce qui se passe, c'est que pendant ce voyage, c'est le passage que je vous citais juste avant, on a eu Yvraine qui a convenu de choses avec Belisarius Cawl. On ne sait pas encore la teneur de ces choses, mais en tout cas, elles sont suffisamment graves pour que Belisarius Cawl soit plongé dans une sorte de réflexion assez intense sur les implications que peut avoir la décision qu'il a prise d'accorder sa confiance, sans doute, à Yvraine. Donc, ils arrivent sur Macrage, et dès qu'ils arrivent dans cette zone-là, ils sentent que le vaisseau se retrouve vite secoué. Donc, ils ont l'habitude, évidemment, des combats spatiaux. Ils savent que le vaisseau est en train de se faire attaquer. Alors, pour aller sur Macrage, et puis pour aller rencontrer justement le dirigeant, à savoir Marnus Calgar, ils ont annoncé leur venue. Et alors, il y a un petit passage qui est assez amusant, c'est que il dit malgré cela les pilotes, donc ils vont y aller en Stormraven déjà, donc sa première chose. Première chose qui me gêne un petit peu, c'est que il peut y avoir des Thunderhawk dans les croiseurs de bataille, et pourquoi pas utiliser un Thunderhawk, et pourquoi utiliser juste un Stormraven, hormis si c'est parce que tu as envie de vendre des figurines de Stormraven, je sais pas. Mais c'est vrai que ça c'est le petit point qui m'embête un peu plus. Et puis après, tel que c'est écrit, Marnus Calgar avait été prévenu de leur arrivée par l'intermédiaire d'un message Vox. Il les attendait impatiemment. Et en fait, j'étais là en train de me dire, c'est bizarre, il les attend impatiemment et tout. J'étais déjà en train de râler en disant, attends, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le mec il est en train de gérer l'invasion de Macrage. Et après il y a un petit paragraphe qui dit, ce dernier commentaire recelait une pointe d'ironie, ce qui sous-entendait que le seigneur d'Ultramar avait d'autres tâches plus urgentes à régler qu'écouter les pèlerins lui expliquer les motivations de leur mission sacrée. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça c'était le petit côté assez amusant. Donc, simplement, ils vont descendre en Stormraven. Alors, encore une fois, l'autoreliquaire de Belisarius Cawl a été fermement attaché. Là aussi, je me dis dans un Thunderhawk que ce sera un petit peu plus pratique. Peu importe, c'est un détail. En tout cas, c'est compliqué pour eux parce qu'ils arrivent en plein milieu d'une attaque. Donc effectivement, comme on le pensait, Macrage est attaqué, et en fait, ils arrivent à identifier avec les symboles, les vaisseaux qui sont là. Donc c'est des vaisseaux du chaos, de la Black Legion majoritairement, des Iron Warriors, des Night Lords et de The Purge. Donc c'est quand même une force assez colossale, mais qui s'attaque quand même à un des mondes les mieux défendus de l'Imperium, à savoir Macreg. On dit, je sais plus, il faudrait qu'il y avait un débat, est-ce qu'on disait Macreg ou Macrage? Moi je vais plutôt dire Macrage, mais maintenant que je l'ai dit, je pense que des fois je vais redire Macreg sans qu'on sache pourquoi. Mais voilà, en tout cas, il y avait un débat, je sais plus. Mais bon, on va dire Macrage, ça passe. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les pilotes de Stormraven se lancent depuis l'orbite vers la cité, alors qui s'appelle Magna Macrage Civitas, qui est la capitale de Macrage, donc voilà, qui est une cité ultra fortifiée située au milieu d'une chaîne de montagnes. Voilà, donc c'est l'endroit où ils ont envie d'aller, parce que c'est l'endroit justement où se trouve Marnus Calgar, et c'est l'endroit qui est attaqué par les forces du chaos. Donc il y a vraiment une sorte de synergie, c'est l'endroit, en fait ce qui est assez malgré tout étonnant, c'est que Abaddon sait, ou a deviné en tout cas, l'objectif de la croisade célestine avant même que eux puissent l'accomplir en fait. Donc il y a quelque chose qui est pas... Alors, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, il faut se rappeler aussi que Abaddon, il est aidé par... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, il y a un psycheur qui a des visions, en fait, de plus ou moins l'avenir, et qui guide Abaddon. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que son nom, si je le retrouve, je vous le redirai. Mais il guide les choses. Donc, en fait, lui, il sait
que ça va se passer sur Macredge, et donc du coup il conseille à Abaddon pour dire il faut que tu aies vraiment une force assez colossale parce qu'il va se passer des choses très importantes sur Macredge. Et en fait ils arrivent avant que justement les Inari et la croisade célestinienne soient elles-mêmes arrivées. Donc après il y a toute cette notion de s'ils savent si bien, ils auraient peut-être dû chasser en fait le croiseur de bataille, étant donné qu'il était en espace conventionnel. Je pense que envoyer des vaisseaux pour essayer d'intercepter le croiseur plutôt que d'essayer d'attaquer la place forte des ultramarines, ça aurait peut-être été un peu plus rentable en termes d'attrition, parce que je pense que là les vaisseaux ils doivent prendre quand même assez cher. Alors on n'a pas de description complète du combat spatial, on sait juste que voilà, on utilise de l'artillerie navale, on utilise des pièces, des missiles, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune trace de destruction. Alors que je pense que à partir du moment où un vaisseau arrive en orbite, il va y avoir des armes de destruction orbitale, surtout sur Macredge, qui sont capables de façon très nette de détruire des vaisseaux. Et là on a l'impression que voilà, les vaisseaux sont en orbite, il y a des petits combats, on leur tire un petit peu dessus, il y a des missiles qui sont envoyés, mais que voilà, c'est un petit peu nullifié, ou en tout cas il se passe pas grand chose, alors que vraiment moi j'ai une vision, alors peut-être un peu fantasmée des choses, heureusement parce qu'on ne sait pas comment c'est, enfin je sais pas si j'ai envie de vivre vraiment une réelle attaque de vaisseaux orbitaux pour voir ce que ça fait, mais je suis certain que cette époque-là, quand vous avez un vaisseau qui est capable de raser des cités, si vous avez toute une flotte, s'ils attaquent, ce qui est en dessous, c'est détruit, c'est vaporisé. Et à l'inverse, une place forte, qui est capable de lutter contre des vaisseaux en orbite avec des canons orbitaux, c'est que le canon orbital, il a un réel impact. C'est pas juste on tire dedans et on sait que ça va faire une explosion. Enfin, il n'y a aucun intérêt à créer des armes qui ne sont pas capables de détruire leur cible, en fait. Vous voyez, à quoi ça sert de faire des défenses orbitales si elles sont pas capables de flinguer des vaisseaux, tout simplement. Voilà, bon, après, on s'en fiche, hein, parce que j'aime bien toujours un petit peu chipoter. Vous commencez à en avoir l'habitude. Donc, on a la description des pilotes de Stormraven qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'éviter tous les tirs. Et en fait, autour d'eux, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils voient que les vaisseaux du chaos larguent des petites taches noires comme ça qui foncent vers Macredge. Je savais que je ne saurais pas. Tac, vers Macredge. Et ce sont les drop pods du chaos. Donc, comme ils s'appellent, les Dreadclaws, voilà, les Dreadclaws, donc l'équivalent du drop pod, qui sont chargés de Space Marine et qui sont envoyés vers justement cette forteresse. Et autour d'eux, ben voilà, il y a tout ce déluge. Alors on nous dit qu'il y a un des Dreadclaws qui manque justement de toucher un des Stormraven, mais que le talent légendaire des pilotes ultramarines de Stormraven leur permet d'éviter le plus gros du danger, de passer à travers le rideau de fer qui est déployé par la forteresse de Hera pour empêcher justement les vaisseaux du chaos de s'approcher. Eux réussissent à passer. Et puis on a quand même des Eldrake, donc des Eldrake encore une fois qui sont mis un petit peu en avant, qui viennent intercepter les Stormraven, mais les Stormraven eux-mêmes sont aidés par des Stormhawks. Bah, il faut vendre les nouvelles figurines. Pour finir, on a les pilotes de Stormraven qui réussissent à poser élégamment les deux. Enfin, alors je dis deux parce que pour moi j'imagine qu'il y en a deux. Après, il faut imaginer aussi qu'ils sont quand même un peu nombreux. Hein. Surtout que l'autoreliquaire, bon, allez, encore une fois, il doit être fixé derrière le Stormraven, mais je pense qu'il y a peut-être deux ou trois appareils. Ils réussissent à se poser sur le flanc de la montagne. Et voilà, envers et contre tous, les Célestiniens et les Inari avaient finalement atteint leur destination. Maintenant, il reste à savoir combien de temps ils mettent pour rencontrer Marnus Kelgar. Alors, histoire de bien nous mettre de l'ambiance, on va avoir une description un peu de l'endroit dans lequel sont arrivés les Stormraven. Donc, on a bien sûr, on a la description de l'intérieur de la forteresse avec des serviteurs robustes qui sont en train de porter des chaînes de munitions, des obus vers les canons de défense. Les canons de défense anti-aérienne pour la plupart qui sont en train de tirer sur soit les vaisseaux en orbite, soit les Eldrake, soit les Dreadclaws en train de tomber. Et puis,
voilà, c'est une immense salle, donc avec toute la majesté qu'on peut imaginer. On est sur le monde de Macred, ce qui veut dire qu'il y a une certaine recherche de l'esthétisme. C'est-à-dire qu'on a des statues qui sont majestueuses. Il n'y a pas que le côté pratique, il y a le côté pratique certes parce que c'est très fonctionnel, mais c'est toujours avec beaucoup d'ornementation, beaucoup de majesté et même un souci de l'esthétisme, vraiment, avec des choses qu'on ne va pas retrouver sur d'autres mondes de l'Imperium, surtout au 41e millénaire. Donc voilà, les Célestiniens arrivent et voient arriver devant, se posent, sortent de l'appareil et voient arriver devant eux un capitaine Space Marine. Il se présente comme étant Cassian et il les intime à les rejoindre. Alors après, dans la présentation, quand il arrive, il fait un salut martial à Almarech, et il fait un salut martial à ses frères de bataille et tout simplement il dit suivez-moi, hop, et il se retourne et donc aucun salut pour Belisarius Cawl ou bien sûr les Inari, ça, voilà, ou même Sainte Célestine hein, qui est aussi en train, on l'imagine de volter au-dessus de... Voilà, on la voit rarement marcher avec ses pieds, donc du coup on peut imaginer un peu la scénette. En tout cas on voit le respect qu'il y a vers les Black Templars et puis ça suffit, après hop, il se retourne directement. Et en fait ça laisse un petit peu Belisarius Cawl et les autres sur en mode un petit peu voilà, quoi, parce qu'ils n'ont pas d'autre option en fait, c'est suivez-moi, hop, ils se retournent, ils n'attendent même pas qu'ils leur répondent et puis voilà. Donc ils le suivent et en fait c'est l'occasion en fait un peu, ça m'a vraiment fait penser à certaines scènes de jeux vidéo où vous êtes en train de vous promener et vous allez vers la salle de briefing et puis ça permet de mettre un contexte, en fait une ambiance. Donc là on a vraiment cette description là, donc on a des plateformes d'armes à verre, donc toujours encore une fois ce côté esthétique. Alors on a du transpar acier, donc un acier transparent, voilà, qui est différent de l'arme à verre, parce que l'arme à verre c'est quelque chose, c'est vrai, on a ces matières un petit peu exotiques, ces matériaux plutôt exotiques dans Warhammer 40 000, genre plastacier, arme à verre, mais le transpar acier, ça je n'avais jamais, si, je l'avais déjà lu, donc je n'avais déjà entendu parler, mais ça m'était sorti de la tête et je crois pas qu'ils le remettent trop en avant. Donc on imagine que c'est encore plus résistant que l'arme à verre, qui serait un verre blindé. Donc en tout cas, voilà, on a toutes ces descriptions-là, on a des statues voilà, assez respectueuses, on a des ponts qui sont recouverts eux-mêmes justement de dômes de protection, de champs de force pour les protéger, pour passer d'un endroit à l'autre. On dit qu'à un moment donné, ils sortent d'une partie de la montagne pour passer sur un pont et d'aller sur une autre partie de la montagne. Alors on imagine que c'est quand même assez proche, hein, ils vont pas faire 20 km, je l'imagine. Ce qui est certain aussi, c'est que pendant qu'ils sont en train d'avancer comme ça, on a toutes les scènes de bataille. Donc on voit à un moment donné, ils regardent sur le côté, ils voient en fait des Terminators ultramarines qui sont en train de lutter sur le haut en fait de la forteresse et qui sont en train de lutter contre je trouve plus mes mots, les mecs là qui volent avec les réacteurs, donc des Raptors, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus moi. Space Marine du chaos, équipés de réacteurs dorsaux qui sont en train justement d'assiéger la citadelle. On a aussi des serviteurs qui sont dans les canons automatisés, mais s'il y a des serviteurs, c'est que c'est pas si automatisé que ça, mais voilà. On a aussi des frères de bataille qui luttent sur les redoutes à tirer sur les adversaires, parce que maintenant en fait le combat il est vraiment partout, hein. C'est-à-dire que on a bien sûr en orbite un combat entre les différentes flottes, dans les airs sur la domination aérienne, mais aussi bien au sol avec des légionnaires du chaos qui sont en train d'attaquer les forces. Alors on a aussi un petit passage sympa où on a un titan du chaos qui est en train de défoncer un mur de la forteresse et on le voit progresser comme ça. On n'a pas sa classe, on ne sait pas. Allez, on va se dire un petit river, allez, un petit river. Donc un petit river qui est en train d'enfoncer comme ça les murs de la forteresse et puis qui fait cracher en fait la mort avec toutes ses armes. Pendant ce temps-là, lui-même se prend énormément de tirs. Allez, faut imaginer que c'est quand même au moins un Warlord. Parce qu'en fait, faut encore une fois imaginer attaquer la place forte des ultramarines, la mieux défendue, et qui serait techniquement pas capable d'arrêter net un titan.
En fait, il y a toujours ce côté assez étonnant, mais bon, c'est toujours la même chose. En fait, c'est une place forte. Enfin, je veux dire, les légions titanesques existent, donc c'est une place forte qui est censée pouvoir lutter contre ça, donc pouvoir arrêter. Et encore une fois, c'est cette efficience, en fait. Il faut que les armes, elles soient capables de gérer un titan. Si elles ne sont pas capables de gérer un titan, elles n'ont pas de raison d'exister en tant qu'elles. Enfin, bien sûr, vous me direz, il y a d'autres choses à détruire, des Land Raiders, des Predators, des Rhinos, etc. Oui, mais il y a aussi des armes qui sont forcément spécialisées contre la menace des titans, parce que cette menace existe. C'est pas comme si, sur Macrèche, je n'avais jamais entendu parler des titans et qu'il n'y avait jamais eu d'attaque de titans. Donc on sait qu'on doit pouvoir les gérer, donc il doit y avoir des armes qui sont spécialisées pour, et si aucune arme n'est capable de détruire les titans, en fait, on n'envoie que des titans, parce que de toute façon, ils sont invulnérables. Bon, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit écart-là. Mais bon, en tout cas, c'est sympa parce qu'on a vraiment ces différents passages, pour voir un petit peu comment se passent les choses. Alors, on croise bien sûr des vétérans ultramarines qui sont en train de courir pour aller d'un point à un autre. Donc, on sent que c'est vraiment l'agitation sur Macrèche. On a Cassian qui leur demande quand même de se presser un petit peu. Alors, après, je me suis posé la question, je me dis, mais attends, mais qui c'est qui marche le moins vite, en fait, au final? Parce que tu peux penser que les Space Marines, c'est les plus rapides, mais tu dis, bah attends, non, parce que à côté, il y a Yvraine, le Visarch. Bon, je pense qu'ils sont plus rapides encore que les Space Marines. Et après, tu dis, ah bah oui, mais ce doit être peut-être Sainte-Célestine. Tu fais, bah ouais, mais non, en fait, elle vole, donc ça devrait aller plus vite. Il reste après Belisarius Cawl. Tu dis, bah oui, ça doit être le vieux Belisarius Cawl. Sauf qu'on se rappelle que il est sur une armature blindée avec beaucoup de pattes et qui peut se déplacer extrêmement vite. Donc on imagine que c'est sans doute le reliquaire, à moins que ce soit, et il reste Greyfax, la petite Greyfax qui elle est une humaine, non extrêmement modifiée, et qui doit du coup être à la peine. On imagine Mamie Greyfax. Voilà. Bon, en tout cas, bon, voilà, c'est juste pour donner un petit peu de sympathie sur ce passage-là. Donc ils arrivent enfin sur un endroit énorme avec un grand dôme sur lequel il y a énormément de consoles, de serviteurs qui sont reliés, et puis il y a une représentation en fait 3D de la forteresse, enfin le holographique, et puis il y a là en fait le maître d'Ultramar, à savoir Marnus Kelgar. Il n'est pas tout seul, il est accompagné de Tigurius, il est accompagné aussi du grand maître Voldus, donc qui est quelqu'un qu'on n'a pas encore trop connu jusqu'à présent. Je crois même que c'est la première fois qu'il est cité dans l'historique de Warhammer 40 000, donc qui est grand maître des chevaliers gris Voldus. Et puis qui on a encore d'autres, on a le capitaine Hageman aussi, très important. Voilà, et ils sont là, et quand ils arrivent, eh bien, petit cérémoniel, on a en fait les serviteurs qui font une haie d'honneur pour accompagner la croisade célestienne vers Marnus Kelgar. Et puis, voilà, alors évidemment, il y a une grande agitation dans le stratégium, mais quand ils arrivent, effectivement, c'est un petit peu quand même étonnant, des Eldar au milieu du stratégium des ultramarines. Ok, un prêtre de Mars, un reliquaire, une inquisitrice, des Black Templars. Bon, les Black Templars, à la limite, c'est ce qui passe le mieux. Voilà. Et puis, ils arrivent et puis ils exposent un peu le pourquoi ils sont là. Et très, très vite, alors on n'a pas le détail, mais très, très vite, on a Marnus Kelgar qui dit « Je n'ai fait aucun pacte avec Belisarius Cawl, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, et je n'ai aucun pacte avec un prêtre du Mechanicus, quel qu'il soit. » Et là, on a tout le monde qui est étonné. Et en fait, Sainte-Célestine, on nous dit, elle hausse un peu le sourcil, mais elle se doutait, en fait, à la confirmation de ce que c'est douter un petit peu, parce qu'il faut se rappeler que s'ils sont là, c'est que Belisarius Cawl leur a dit j'ai fait un pacte avec les ultramarines il y a très longtemps, et je vais honorer ce pacte, et vous allez m'aider à honorer ce pacte, parce que c'est très important. Et donc, forcément, ils sont en train de se dire, mais attends, tu nous as raconté quoi, là, Belisarius Cawl, on est là, on est tous là, parce que tu nous as dit que c'était le prochain point de passage, et au final, Marnus Kelgar, tu ne reconnais pas ? Attends, il y a un problème. Donc tout le monde se retourne un peu vers lui, et là, le grand call, le call qu'on apprécie, donc consternation, il voulait, mais Belisarius Cawl annonce, non, je maintiens ce que j'ai dit. J'ai fait un pacte avec le seigneur d'Ultramar, et je ne souhaite pas parler à Marnus Kelgar, je souhaite rencontrer Roboute Guilliman. Emmenez-moi au sanctuaire de Roboute Guilliman.
Et voilà, donc consternation, tout le monde est là, quoi il défie Marnus Calgar. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que, ah oui, je ne sais pas dessiner ce passage-là, mais qui est quand même assez important, c'est que quand ils arrivent devant Calgar, tous, on a le sénéchal qui sort son épée, qui met un genou à terre, qui pointe son épée dans le sol, tous les autres qui font des salutations, même Sainte Célestine, l'inquisitrice, etc. Et on a juste Cole, qui bouge pas, qui attend, tout simplement. Et puis, bien sûr, les Inari, voilà, évidemment, on ne va pas faire de courbettes pour un humain, mais voilà, donc du coup, c'est vraiment ce côté Belisarius qui est là. Non, mais moi j'ai dit que je voulais rencontrer le seigneur Ultramar, pas Marnus Calgar. Moi je veux aller voir Robout Guilliman, donc emmenez-moi à Robout Guilliman. Voilà. Et voilà, cette partie s'arrête ici. Je vous l'ai dit, Voldus, c'est la première fois qu'on en parle, donc forcément, il faut qu'il soit un peu plus présenté que ça. Donc il a été présenté en mode il est là. Maintenant, on a 2 encarts qui permettent de donner plus d'informations. Alors premièrement, c'est comment a-t-il été nommé grand maître? Alors c'est quelque chose qui s'est fait assez récemment, et c'est les grands maîtres de la 3e confrérie. C'est une place qui, dit-on, est maudite parce que tous ses prédécesseurs sont morts assez rapidement. Donc on nous décrit un petit peu ce qui s'est passé. Donc avant, le grand maître s'appelait Naratem, grand maître de la 3e confrérie, et il avait senti qu'il fallait, parce qu'en fait, vous savez, les chevaliers gris fonctionnent beaucoup avec ce qu'on appelle les pronosticars. C'est-à-dire que comme il y a énormément de menaces à gérer et que eux sont très peu nombreux, ils ont besoin en fait de savoir où est-ce que leur talent va être le plus efficace et le plus où est-ce que le danger est le plus important pour savoir où aller et pas perdre de temps dans des combats inutiles. Et donc les pronosticards avaient dit il faut aller sur un monde pour sauver quelques reliques. C'est le monde de Long Hollow. Voilà. Passe. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y avait en fait le démon M. Kashen, et M. Kashen, lui, avait utilisé une sorcellerie interdite, le chaos, qui lui avait permis en fait de voir dans le futur et de savoir exactement ce qui allait se passer. Et quand il est apparu au milieu des combats, alors que justement on avait la confrérie, la 3e confrérie qui était en train de se battre pour récupérer les reliques, eh bien il savait ce qu'allait faire le grand maître, donc Naratem, et étant donné qu'il avait déjà lu dans le futur tous ses mouvements, il savait exactement comment le contrer, et alors que Naratem était un des plus grands combattants de l'Imperium, eh bien il s'est retrouvé surclassé par le démon M. Kashen. Voyant ça, on avait un de ses suivants, justement Voldus, qui était là et qui voyant en fait son grand maître succomber sous les coups de M. Kashen, a déchaîné toute une tempête en fait d'énergie psychique à un niveau jamais vu, et à tel point que son appel psychique a résonné dans le Warp, et Kaldor Drago est venu lui prêter main forte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Kaldor Drago, c'est un des grands maîtres des Chevaliers Gris, mais qui ne se bat pas en fait dans l'espace réel, ou en tout cas très rarement. Il est dans le Warp, il lutte dans le Warp directement contre les démons, et en fait, de temps en temps, un peu comme la Légion des Damnés, en fait, de temps en temps, quand les circonstances l'exigent, un peu comme Sainte Célestine aussi, quand les circonstances l'exigent et quand il y a un déploiement psychique assez important, eh bien, la frontière en fait se brise, et Kaldor Drago peut venir prêter main forte à ses frères de bataille. Et là, c'est ce qui est arrivé. Donc, on a eu la lutte entre Kaldor Drago, Voldus et M. Kashen. Et en fait, leur pouvoir combiné, nous dit-on, a déclenché la plus grande puissance et le bannissement le plus incommensurable qu'on ait jamais vu. Voilà, quand même, qui a jeté M. Kashen dans le Warp à nouveau pour le bannir, et Kaldor Drago a désigné Voldus comme successeur de Naratem pour être le grand maître de la 3e compagnie, de la 3e confrérie, pardon. Et depuis ce temps-là, eh bien, on a Voldus qui essaie tant bien que mal, d'essayer de suivre les enseignements de Drago, et puis de lutter contre les forces du chaos, mais comme il faisait déjà depuis pas mal de temps. Et ensuite, on a un deuxième petit passage qui est une missive en fait qui est envoyée par Voldus à Marnus Calgar. Donc il dit Seigneur, là encore une fois on parlait pronosticars, nos pronosticars nous ont signifié que Macredge allait être attaqué et que c'est un point de défense capital pour la survie de l'Imperium. Si votre monde venait à tomber, l'ensemble de l'Imperium serait à courte échéance menacé et s'effondrerait. Donc nous avons les armes pour vous permettre de lutter. Donc certes, vous êtes... Alors,
bien sûr, vous êtes des grands combattants et voilà, on les brosse un petit peu quand même dans le sens du poil. Mais moi et mes frères, dit-il, nous sommes spécialisés et nous avons des armes qu'il vous manquent, qui vous font défaut. Et veuillez, s'il vous plaît, tenir compte de notre force dans les plans de bataille que vous allez établir juste à la suite de cette missive. Et bien sûr, Marnus Calgar, c'est quelqu'un qui est très doué en stratégie. On a les ultramarines qui sont l'exemple, enfin, qui sont le parangon de l'organisation, de la logistique, de l'organisation tactique. Et forcément, avec une force comme les Chevaliers Gris et la troisième confrérie qui vient se battre, eh bien, c'est une force qui va pouvoir peser un peu dans la balance. Et alors, il y a un petit passage qui est quand même assez sympathique que je peux vous lire. J'aime bien. Donc, il termine en disant « Seigneur Calgar, je ne suis qu'un simple guerrier ayant échu d'un poste aux responsabilités immenses et que pourtant, je n'avais jamais eu l'ambition de recevoir. Cependant, il me permet d'entrevoir le fardeau que vous portez sur vos propres épaules. Je veux le partager avec vous car le seul espoir de survie pour l'Imperium, au cours de l'âge qui s'annonce, repose sur les liens de fraternité de ses gardiens. L'Empereur protège, grand maître, Aldric Voldus de la 3e confrérie des Chevaliers Gris. » Et voilà. Donc c'est assez sympathique d'avoir quand même une petite présentation de ce personnage. Ce personnage, encore une fois, il est apparu avec Gathering Storm, on n'avait jamais entendu parler avant. Et du coup, alors peut-être pour petit rappel sur comment ça sortait. En fait, à chaque fois, on avait ce qui s'appelait un triumvirat. Donc, c'était une boîte. À l'époque, je crois que ça coûtait 80 €. Cette boîte, c'était quand même pas donné déjà. Mais où on avait 3 personnages. Et à chaque fois, on avait le bouquin Gathering Storm, le triumvirat. Et à chaque fois, triumvirat, le premier, c'était justement avec Sainte Célestine, avec Greyfax et puis avec Belisarius Cawl. Ensuite, on a eu le triumvirat d'Inid, où on avait l'Incarne, Yvraine et le Visarque. Et puis ensuite, on avait celui-ci, le triumvirat, je sais plus comment il s'appelait, le triumvirat de, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Et lui, dedans, vous aviez Voldus, Voldus qui est introduit ici. Ensuite, vous aviez, bon, c'est la grosse révélation de la mort, mais du coup, voilà, Roboud Guilliman. Donc, voilà, tu sais que voilà. C'est peut-être le point un petit peu dommage parce que t'as envie de te laisser bercer, tu sais pas ce qu'il y a dans le reliquaire, tu sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, ça s'appelle l'avènement du Primarque, t'as une figurine de Roboud Guilliman, donc tu dis, bon, ok. Il devrait se réveiller le papy quoi. Et ensuite on avait aussi la figurine, et ça c'était vraiment une grosse surprise parce qu'autant Voldus c'est un chevalier gris qu'on ressort un petit peu comme ça, enfin qu'on sort, pas on le ressort parce que, alors peut-être on en a entendu parler etc. Mais il apparaît en fait, c'est une création. Autant après vous aviez une autre figurine, c'était Cypher. Tu es Cypher quoi. Cypher, il avait cette image de vraiment le déchu en fait, le pire ennemi de l'humanité, enfin un des pires ennemis de l'humanité, celui qui a trahi et tout. Et tu disais, quoi, il est avec Roboud Guilliman. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça, rien que ça, c'était énorme. Ça c'était énorme. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça énorme. Donc après, bon, c'est le petit spoil. Vous savez qu'il y aura du Cypher, vous savez qu'il y aura du Voldus, vous savez qu'il y aura Roboud Guilliman, mais bon. C'est le principe. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est vraiment de découvrir comment les choses vont se mettre en place. Voilà. On en reste là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous tous les jeudis à 18 h pour suivre. Là, moi, je pense que j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance. Donc, du coup, vous avez les vidéos en avance sur Tipeee. Donc, n'hésitez pas à y passer. Comme ça, ça vous permet de les avoir sans pub et aussi en version podcast avec YouTube. Donc, voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, le Tipeee, bien sûr. Et puis, les liens partenaires aussi. Hein, n'oubliez pas, c'est assez important. Vous pouvez liker aussi, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut à tous.